Que d'affaires de harcèlement supposé, de viol supposé, d'accusations et que de réactions différentes aussi selon l'une ou l'autre des affaires. Et c'est ce que vous nous dites ce soir. Y a-t-il deux poids et deux mesures? Y a-t-il un féminisme à géométrie variable? Expliquez-nous. Disons qu'il y a autant de formes de sexisme peut-être que de façons d'être féministe aujourd'hui. Je ne sais pas, et je pense qu'il faut s'en réjouir, au fond, David. D'abord, il faut se réjouir du fait qu'on ait cette conversation et qu'on rentre dans les détails, parce que c'est une conversation importante, que MeToo a libéré une parole nécessaire, utile, et que quand on a à cœur de briser le silence sans briser des innocents, il va bien falloir faire du cas par cas et se poser la question à chaque fois de quelle est l'attitude commune que nous devons adopter. Et donc Très utile et parfois excessive. Bien sûr qu'il y a des excès, parce qu'il y a aussi, on vient à une discussion, le MeToo politique particulièrement, ça ne touche pas qu'au féminisme, ça touche aussi à la politique. Et donc par définition, vous avez différentes façons de réagir selon que vous soyez prioritairement et principalement et sincèrement féministe, ou si vous êtes une militante politique, par exemple. C'est ce que j'appelle, moi, le féminisme partisan, le féminisme politicien. Il peut avoir une façon de réagir un peu différente. De même que vous n'allez pas réagir sur ces affaires quand vous devez juger comme ça, sans connaître exactement tous les faits, selon que vous soyez universaliste ou identitaire. Féministe universaliste et néo-féministe identitaire ne vont pas réagir de la même manière. On va voir juste sur les quelques portraits des mises en cause, là, récemment, que ce soit Damien Abad, Gérald Darmanin, Chrysoula Zakharopoulou, Taha Bouaf, Éric Coquerel. Ce sont 5 mises en cause qui toutes se font au nom de MeToo, qui toutes se font parfois en employant des mots d'agression sexuelle ou de viol, et pourtant on parle de cas totalement différents, d'accusations totalement différentes. Dans un cas, vous avez des vraies accusations de viol, dans d'autres, ce sont des accusations de drague lourde et de harcèlement. Dans des cas, ce sont des accusations qui peuvent parler de viol, mais qui en fait sont totalement autre chose de la maltraitance éventuellement médicale. Je pense, regardez rien que ces deux cas, si on compare l'affaire Damien Abad et l'affaire qui sont d'ailleurs Damien Abad qui n'est plus au gouvernement, et la secrétaire, la ministre, Chrysoula Zakharopoulou, qui, elle, est accusée aussi de viol. Les deux sont accusés de viol. Et dans les deux cas, il y a des plaintes. On pourrait dire, même jugement. Mais quand on rentre dans le détail des faits, les reproches ne sont pas du tout les mêmes. Dans le cas de Damien Abad, on parle d'accusation de viol avec préméditation, avec drogue, avec des complicités. Quelque chose qui peut laisser penser que comme ces plaintes sont en cours d'instruction, elles sont tellement graves que le principe de précaution peut-être l'emporte sur le principe de présomption d'innocence, au sens où est-ce qu'on peut mettre en situation de pouvoir quelqu'un qui est accusé à ce point-là de vouloir brouiller le consentement des gens. S'il est innocent, c'est évidemment terrible, ce qu'il a perdu son poste de ministre s'il est innocent. Mais disons que c'est peut-être l'un des cas des accusations aussi précises de viol prémédité et de volonté de réduire le consentement, où le principe de précaution peut-être s'applique le plus. Dans le cas de l'autre ministre qui est resté au gouvernement, les accusations sont fort différentes. On a des accusations de viol, mais quand on écoute les victimes, en tant que féministes, quand on les écoute en tant que féministes, en se disant on est de leur côté a priori, mais quand on entend leur propre récit, sans même avoir besoin d'en passer par le résultat et le verdict de la justice, on entend des jeunes femmes nous dire qu'elles ont souffert lors d'un examen gynécologique. Elles sont allées voir une gynécologue pour une maladie très douloureuse, l'endométriose. Elles sont allées mettre les pieds dans un étrier pour un examen gynécologique et elles ont trouvé que l'examen était un peu brutal. On n'est pas inquiet à l'idée que cette ministre fasse des examens gynécologiques sauvages sur des gens en profitant de son pouvoir. Cette affaire passera devant la justice. On peut parler éventuellement, peut-être qu'elle sera condamnée pour manque de sensibilité médicale par l'ordre des médecins, j'en sais rien. Mais en l'occurrence, il n'y a pas la même inquiétude à mettre quelqu'un en situation de pouvoir. Le qualificatif de viol vous semble un peu peut-être décalé par rapport au regard du récit des victimes. Mais quand vous dites ça aujourd'hui, David, des jeunes féministes ne l'entendent même plus. Parce qu'elles sont dans la philosophie de victime, on vous croit, quoi que vous disiez. C'est-à-dire même quand vous formulez des accusations qui ne correspondent pas à la plainte que vous allez déposer. Il y a même eu, et Sandrine Rousseau malheureusement y a beaucoup contribué, parce qu'elle a beaucoup contribué à dire il y a viol quoi qu'il arrive à partir du moment où il y a une pénétration non consentie. Mais
quand on va chez le gynécologue et qu'on met les pieds dans des étriers pour un examen gynécologique, il y a une forme de consentement à être examiné. Et sinon, il n'y a plus de gynécologie. Donc, si on oublie et si on ampute la notion d'intentionnalité d'agresser sexuellement quelqu'un pour utiliser le mot de viol, on nuit à la lutte contre le viol, on nuit au féminisme, en réalité, en ne faisant pas ce distinguo. Mais tout ce que je viens de vous dire, David, c'est une discussion qu'on doit pouvoir avoir lieu justement en examinant encore une fois les accusations. Or aujourd'hui, dans la vitesse à laquelle on a ces affaires de MeToo politique, il y a des gens qui ne vont pas réagir ainsi. Ils vont dire « victime, je les crois, quoi qu'il arrive, cette personne accusée doit démissionner, quoi qu'il arrive ». Le « quoi qu'il arrive », ce n'est pas tout à fait vrai. Ça dépend un peu quand même, pour certaines, de l'étiquette politique et pour d'autres, de l'identité de la personne accusée. Par exemple ? Par exemple, pour Sandrine Rousseau, qu'on a entendu vouloir demander la tête de tout le monde, de tout concurrent politique, de tout, y compris à l'intérieur éventuellement de son parti, mais tout concurrent à partir du moment où il est homme ou à partir du moment où il est accusé pouvait potentiellement se voir obligé de céder la place dans un cas ou de démissionner dans l'autre. Et puis là, devant le cas Éric Coquerel, soudainement, on a l'impression que Sandrine Rousseau a redécouvert, dans ce réglage entre principe de précaution et présomption d'innocence, soudainement, la présomption d'innocence a refait son apparition comme étant plus prioritaire. Parce que c'est un camarade, entre guillemets ? C'est un camarade de la NUP, c'est un cadre de la NUP, c'est quelqu'un qui vient de prendre un poste très très important pour le camp de Sandrine Rousseau, ce qui, moi, me fait dire qu'il y a là une posture qui est une posture de féminisme partisan, politique. C'est du féminisme politique. C'est-à-dire, c'est cette génération de femmes politiques qui sont devenues féministes après avoir été femmes politiques, qui, pour des raisons nobles et sincères, et Sandrine Rousseau a eu beaucoup de courage quand elle a dénoncé des agissements de la part de Denis Baupin qui l'ont visée, elle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, le féminisme, quand on est une femme politique, il doit quand même composer avec ses priorités de femme politique. Et que parfois, ça peut donner des indignations à géométrie variable. Et quand on a le cas d'Éric Coquerel qui est compliqué parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les accusations portées contre Éric Coquerel, elles sont très faibles. Très faibles. Et quand on juge les gens pas au regard de leurs étiquettes, moi, Éric Coquerel, il incarne la ligne de LFI que je trouve la plus dangereuse du point de vue féministe. Pour ses idées. Je trouve que les idées portées par Éric Coquerel, qui est un peu le baron des insoumis de banlieue, de Seine-Saint-Denis, ceux qui flattent le clientélisme, au prix de flatter le virilisme, au prix d'être complaisant envers l'islamisme, c'est-à-dire l'antiféminisme par définition. Donc moi, je pense que quand on est un parti féministe, on ne devrait pas suivre la ligne ni d'Éric Coquerel, ni de Taha Bouaf. Mais quand on en vient aux accusations en mode MeToo, là, on est quand même obligé d'être, pour le coup, et surtout quand on est journaliste, dans la précaution. On peut rappeler ça en quelques mots. C'est une femme qui a été gilet jaune, c'est comme ça qu'on l'a remarqué d'ailleurs, qui, parlant d'une université d'été remontant à 2014, c'était le parti de gauche à l'époque, je crois, parle d'une soirée de drague lourde, avec même un contact au moment d'une danse, visiblement. Est-ce que ça peut être qualifié d'agression sexuelle ? Ça, la justice tranchera. On dit qu'il y a eu un contact un peu rapproché au moment de partager une danse. Bon. Et insistant, donc une drague gluante, insistante, donc un peu harcelante. Donc ça peut relever honnêtement de la justice. Et ça, la justice tranchera. Et moi, je pense aussi qu'il faut reconnaître à la France insoumise, elle a des vertus et des défauts, cette commission. Mais je pense qu'une commission aujourd'hui interne à un parti qui prenne en charge une partie de la médiation sur ces affaires est absolument inévitable. Et que tous les partis devraient s'en doter, même si on voit les limites de ce genre d'exercice. C'est-à-dire que c'est pas la même chose, si vous voulez, que des militants qui n'ont pas aimé des comportements ou des gestes déplacés sans avoir besoin de porter plainte, puissent aller devant leur parti, dire là il y a quelque chose, je vous alerte, et que cette alerte soit prise en compte, qu'elle donne lieu à une médiation, et peut-être qu'elle donne lieu aussi à éviter de promouvoir ou de mettre en avant quelqu'un dont on sait qu'il a des comportements qui mettent mal à l'aise, par exemple les militantes femmes. Peut-être que ça aurait dû être le cas de LFI, au lieu de proposer Éric Coquerel comme candidat pour ce poste si important de la présidence de la Commission des finances. C'est un peu la jurisprudence Elisabeth Borne, si je vous comprends bien, qui, dans elle, a indiqué que ça n'était pas seulement une affaire de comportement délictueux et de justice, mais de comportement irréprochable, ce qui est
très flou. Irréprochable, ça n'existera jamais. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps pour la zone grise, c'est-à-dire la médiation, quand un geste n'est pas allé jusqu'à l'agression, mais qu'un comportement est un peu systématique et met mal à l'aise des comportements. Il y a un temps pour la médiation et pour éviter de promouvoir, encore une fois, des gens dont on sait qu'ils ont un comportement qui peut mettre mal à l'aise. Et puis, il y a un temps pour la justice. Le problème de cette commission interne des LFI, c'est que, par exemple, dans le cas Tahabouaf, et là, c'est intéressant parce que le cas Tahabouaf, quand on les met en regard de l'affaire Éric Coquerel, on comprend aussi que ça crée une autre sorte de réaction, et cette fois du côté plutôt du féminisme identitaire que du féminisme partisan. Le cas Tahabouaf, c'est un cas où une commission a apparemment entendu des faits très graves, d'après Clémentine Antrain, on vient de le comprendre là, grâce au qu'elle avait déclaré à l'époque. Elle l'avait déclaré à l'époque sans donner les faits. Donc personne ne pouvait en juger. Aujourd'hui, elle a dit à l'époque que Tahabouaf avait été confronté à ces accusatrices. Lui vient de répondre dans un courrier que pas du tout. Il n'a jamais été confronté à ces accusations et qu'il attend toujours cette confrontation. Donc nous, on ne sait pas quels sont les faits reprochés, donc on ne peut pas en juger, on ne peut pas avoir d'avis dessus. Ce qu'on sait, c'est que dans le cas de Tahabouaf, la plainte n'est pas allée jusqu'au bout. C'est que la commission s'est fait un peu en interne et s'est fait un peu en dehors de la justice et qu'il y a eu une petite manipulation là aussi politique qui relève là aussi du féminisme partisan plus que du féminisme tout court. Parce que si on lit le communiqué de Tahabouaf qui met en cause Clémentine Autain, on comprend que Clémentine Autain lui a en gros dit, d'après lui en tout cas, on ne va pas dire pourquoi est-ce qu'on te met de côté, qu'on te retire l'investiture aux législatives, on va dire que c'est à cause des campagnes de l'extrême droite et des racistes. Ça, c'est de l'ordre, ça n'a vraiment rien à voir avec le féminisme. Vous voyez, on est dans la stratégie politicienne pure. À l'époque, on avait tous été surpris de voir Clémentine Autain soutenir Tahabouaf, alors qu'on a compris après coup qu'elle venait elle-même de participer à la décision de lui retirer l'investiture, qui avait donc une sorte de double jeu qu'on n'arrivait pas à décrypter. Le communiqué de Tahabouaf nous donne l'autre partie du récit, et on comprend qu'on peut être féministe et tout à fait politicienne. Ça n'est pas du tout incompatible. Mais ce qui est intéressant, c'est là où le feuilleton est interminable. Alors je lis parce que sinon, là quand il y a des pavés de texte comme ça, Clémentine Autain me demande ensuite de faire un communiqué pour dire que je retirais ma candidature à cause des attaques racistes que je subissais depuis l'annonce de celle-ci. J'appuierai cette version publiquement, poursuit-elle. Je refuse immédiatement. Là, on est en pleine tactique. On sent bien que la question du féminisme, la question de l'antiracisme sont des questions accessoires, très instrumentalisées par une priorité de stratégie politique. C'est ce que j'appelle encore une fois le féminisme partisan qui aujourd'hui, au passage, occupe beaucoup l'espace médiatique. C'est une victoire, David. C'est très bien que le féminisme ne soit plus un qualificatif qui vous freine votre carrière. Moi, j'ai connu cette période-là. Je suis ravie de vivre dans un monde où le féminisme soit un accélérateur de carrière. C'est la preuve d'une grande victoire culturelle. Mais ça attire aussi d'autres profils, d'autres vocations. Et ça attire des gens qui, peut-être, parfois, ont une vision un peu instrumentale du féminisme et qui, aujourd'hui, parlent beaucoup en son nom. Et il y a une troisième catégorie qui est venu alimenter ce feuilleton cette semaine, on n'en finit plus, le féminisme identitaire. Évidemment porté, vos spectateurs la connaissent bien, par Rokhaya Diallo, qui incarne ce néo-féminisme identitaire, où il est plus question souvent dans son univers de juger les gens en fonction de leurs identités, prioritairement, que de leurs idées ou de leurs actions. Et c'est ce qui explique la sortie de Rokhaya Diallo, que certains n'ont pas compris. Certains se sont dit, oh là là, Rokhaya Diallo qui ose dire, qui ose rapporter les rumeurs sur Éric Coquerel, ce que même les adversaires politiques d'Éric Coquerel n'avaient pas osé faire, par respect de la présomption d'innocence. Ils se sont dit, tiens, c'est bizarre que Rokhaya Diallo prenne parti contre la NUPES. Sauf que c'est mal connaître le féminisme de Rokhaya Diallo, qui, encore une fois, est plus identitaire que partisan. C'est-à-dire que au moment de l'affaire Tahabouaf, par exemple, souvenez-vous, Tahabouaf, quand il a été accusé, Rokhaya Diallo qui a fait des conférences avec Tahabouaf, ce fameux laboratoire de Grenoble, merveilleux, un mois décolonial à Grenoble avec Tahabouaf, on n'a pas entendu le féminisme de Rokhaya Diallo, parce que Tahabouaf est un racisé. Et donc, on n'accuse pas, on ne cherche pas à les raciser. Par contre, quand un membre du même parti, Éric Coquerel, un homme blanc, est accusé de faits moins graves que ceux visiblement reprochés à Tahabouaf, mais est accusé de rumeurs. Là, Rokhaya Diallo est venu mettre le doigt sur la plaie de ses camarades féministes de parti. Et donc on a eu un petit choc des cultures entre le féminisme identitaire et le féminisme partisan, qui donne ce spectacle pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire pour le meilleur, la parole est définitivement libérée. Pour le pire, sincèrement, je pense qu'à la fin des fins, si on continue
à trop instrumentaliser le féminisme, on va finir par générer des retours de bâton, de briser des vies d'abord, des innocents, et générer beaucoup d'antiféminisme. Moi, c'est ça qui me préoccupe, n'étant ni dans un parti, ni obsédée par l'identité des gens. Ce qui me préoccupe là vraiment, David, aujourd'hui, c'est qu'on arrive à sortir de ces instrumentalisations pour, encore une fois, garder notre sang-froid, faire en sorte que des commissions internes prennent en charge ce qui relève de la médiation, mais pas ce qui relève de la justice, et que l'on puisse, oui, éviter de promouvoir des gens qui ont des comportements systématiques mettant mal à l'aise les militantes femmes dans les partis politiques, et il y en a encore énormément, franchement, sans briser la carrière de gens, hommes ou femmes, noirs ou blancs, accusés visiblement à tort ou de façon excessive. C'est pas évident. On va continuer à tâtonner longtemps, mais ce tâtonnement, ça je le dis vraiment et je le redis pour la jeune génération qui nous écoute, il est nécessaire. Trouver cet équilibre, encore une fois, pour briser le silence sans briser des innocents, il est nécessaire. La philosophie de victime, on vous croit à tout prix, peut briser des vies. La philosophie, c'est victime, on vous écoute, on vous entend, et ensuite on doit chercher ensemble à examiner les faits. Pas les identités, pas les étiquettes politiques, les faits, rien que les faits. Réflexion, interrogation. Moi, je pense que la parole soit libérée, c'est une bonne chose. Mais qu'on ne respecte pas la justice, c'est inadmissible. Et qu'on mette en cause des gens, alors que, d'abord, il n'y a pas le respect du secret de l'instruction. Je suis désolé, c'est un des principes fondamentaux du droit. On ne respecte pas l'instruction. Et le secret, qui protège ceux qui sont mis en cause. Aujourd'hui, vous jetez un nom en pâture, vous ne savez pas quelles sont les raisons, vous ne savez pas quelles sont les conséquences, et on prend des décisions politiques qui sont quasiment suivant le moment et l'humeur. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas mis en examen, vous pouvez être exclu du gouvernement, vous pouvez être mis en examen mais pas exclu du gouvernement. Enfin bref, je veux dire, à un moment, si on ne respecte pas nos règles, on part dans une société qui part à volo. Et c'est très dangereux ce qui se passe en ce moment. Très, très dangereux. Moi, ça me met vraiment mal à l'aise. Parce qu'on est dans un contexte où, en fin de compte, il suffit que quelqu'un, même de façon anonyme, vous met en cause. Et du même coup, ça provoque, alors, je dirais, une suite d'accusations qui ne sont pas du tout, bien sûr, se révèlent pas du tout vraies, ou peuvent se révéler vraies, on n'en sait rien, mais on ne respecte pas. Oui, mais respectons. Non, bien sûr, mais toutes les règles dans notre société, la justice, c'est ce qui compte. Oui, bien sûr, mais dans une société, protège les faibles, et on ne protège pas les faibles. Dans une société, toutes les règles ne sont pas régies par la justice. Oui, bah, vous ne nommeriez pas, par exemple, un ministre, quelqu'un qui serait sale, malpoli, qui a un rapport avec des actes criminels. Non, mais là, il ne s'agit pas d'actes criminels. Là, je suis désolé, on accuse des gens d'actes criminels. Un viol, c'est un acte criminel. Quand c'est un viol, oui, il n'y a pas. La question n'est pas là. C'est le cas pour les ministres. Ça a été le cas pour. Imaginez Éric Coquerel ou bien la ministre gynécologue. Ces comportements n'ont pas de rapport avec la justice. Éric Coquerel est peut-être un dragueur lourdingue, quelqu'un. On n'en sait rien. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu de résultat d'enquête. Il n'y a pas de justice. C'est pas la justice qui va déterminer qui est lourd, qui est pas lourd, qui est poli, qui est mal poli. S'il a fait un crime, non, parce que là c'est non, mais on est dans une période de transition qui est très dangereuse parce que cette période de transition casse un principe de justice essentiel, qui est que on ne croit pas sur parole un accusateur. Respectons le secret de l'instruction. Non, on ne croit pas sur parole un accusateur sans avoir jugé. Ça, c'est vrai. Sauf que là, on s'est aperçu qu'avec la parole des femmes, il y a eu des dénis pendant même des siècles, un déni de la parole des femmes. Et donc, on est dans ce moment où il faut croire la parole des femmes. Quand il y a plusieurs femmes qui accusent quelqu'un d'agression sexuelle, on ne peut pas attendre la justice. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas, mais c'est un problème. D'accord. Mais alors... C'est un mouvement. On ne peut pas. Pour quelle raison on ne peut pas ? On est pressé. Il y a quoi ? Non, mais je veux dire, il y a des procédures en France. Si vous ne protégez pas les individus, et notamment les plus faibles, parce que le secret de l'instruction, déjà, c'est la première chose qui protège les gens. Ensuite, il y a une procédure. Il y a des mises en examen. Mise en examen, vous êtes innocent. Là, c'est même plus mise en examen. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il s'agisse. On fasse tous attention à ne pas nommer des gens. C'est le cas, là. Caroline. Je rejoins Thomas. Quand on va promouvoir des modèles
des politiques, des ministres, des gens à des postes aussi importants que, par exemple, la présidence de la Commission des finances. Promouvoir quelqu'un à ces postes-là, ça dépasse largement le cadre d'avoir un casier judiciaire vierge. Je veux dire, on a plein d'éléments de comportement, plein d'éléments de réputation qui rentrent dans ce choix. Donc c'est bien normal. Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas totalement mépriser. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part d'arbitraire, demande Franck? Mais bien entendu qu'il y a une part d'arbitraire. Et bien entendu, mais chaque parti d'ailleurs ne devrait pas avoir ses règles. Moi, encore une fois, je considère qu'un parti qui se dit féministe, LFI se dit féministe. Je suis choquée de voir qu'ils soutiennent des gens qui font la promotion du voile pour les femmes et de positions antiféministes. Je trouve ça totalement incohérent avec le fait de se dire féministe. Ça, c'est un critère qui ne relève pas de la justice, qui relève de la politique. Qu'on choisisse de promouvoir quelqu'un qui, pour un parti féministe, a des comportements archaïques sans forcément relever de la justice, en l'occurrence, ça peut être jugé du point de vue politique. Mais on ne sait pas si c'est le cas. Emmanuel. Emmanuel. On veut dire Franck juste, c'est pour ça nécessite un débat par définition. Votre sentiment. Moi, je suis gênée par le double standard permanent sur ces affaires-là. Je suis choquée, par exemple, que Caroline de Haas ait fait des tribunes pour expliquer que la drague lourde, ça n'existe pas, c'est un harcèlement sexuel. Aujourd'hui, elle est complètement piégée dans son discours. Et je suis aussi gênée par le double discours sur la justice, parce qu'on ne peut pas à la fois dire aux femmes, vous devez faire valoir vos droits, vous devez pouvoir être écoutées dans les commissariats, vous devez pouvoir faire appel à la justice pour vous entendre et vous rendre justice, et en même temps refuser de transmettre à la justice les faits quand on les a. On ne peut pas tenir ce double discours en permanence, parce que ça donne des situations totalement absurdes où on entend Clémentine Autain nous dire de Tahabou Hafs, j'ai entendu des faits d'une gravité, je ne sais plus quel est le mot, quel emploi exceptionnel peut-être. Et en même temps, la justice ne passe pas, mais pourquoi? Et si je peux continuer, je suis frappée par un autre élément qui s'est passé aujourd'hui. Il y a quelques mois, ou un peu plus d'un an et demi, un jeune élu parisien, communiste, a été accusé d'un viol qui aurait conduit la victime au suicide. Cet élu a été mis en retrait par son parti, donc il ne siège plus à Paris. La justice est passée, elle lui a accordé un non-lieu. Que s'est-il passé dans Mediapart à la suite de ce non-lieu? Une tribune d'élus LFI demandant à ce qu'il ne soit pas réintégré. Moi, j'ai un problème avec ça. La justice est passée, et pour le coup, la vraie justice, pas la para-justice qu'on a fait dans son petit coin à LFI, qui me laisse quand même un peu pantoise, même si, bon, ok, la commission existe, mais moi, je trouve ça quand même un peu étrange. Ce jeune homme doit aujourd'hui faire face à ça. Mais je me dis, mais au nom de quoi ? Et Emmanuel, sur le débat qui oppose d'une certaine manière Franck d'un côté, Thomas et Caroline de l'autre, c'est-à-dire ça n'est pas seulement une affaire judiciaire. Dans le cas Coquerel, on sent bien que, bien sûr, on peut essayer de le qualifier judiciairement. C'est pour ça qu'il faut faire du cas cette affaire de comportement avec tout l'arbitraire que ça peut recouper. Mais ennuyée avec ça. Est-ce que c'est la moins mauvaise solution ou est-ce qu'on met trop le pied dans l'arbitraire? Je n'ai pas de réponse à ça. Moi, la seule chose que je sais, c'est que là, on parle de morale. Et la morale, on en a tous, chacun une, comme une brosse à dents. Et on l'a pour nous-mêmes. C'est-à-dire que je ne peux pas vous passer ma morale et vice-versa autour de cette table. Ni votre brosse à dents. Et donc, pas comme ma brosse à dents. Et donc, communes, on n'a pas tous la même grille de lecture. Et quand on est féministe, on est plus sensible à ces comportements-là. Et quand ils ne sont pas délictueux, on est emmerdé. Et oui, alors j'ai pas de réponse. Je dis juste que voilà, c'est... Un dernier mot, Caroline. Oui. On peut ne pas vouloir, on peut penser que ça peut être que les critères de la justice qui vont être appliqués, mais ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que de fait, il y a de la morale, il y a des valeurs, il y a de la médiation. Et ça n'est pas la même chose qu'une commission serve de médiation préventive en appoint de la justice, qu'elle se substitue à la justice. Et c'est là où ça dérive. Même quand Mathilde Panot dit, d'un côté aux femmes, parlez sur Éric Coquerel, parlez, mais de l'autre même temps, elle tweet pour dire... Regardez comme il est innocent et à quel point il se défend bien. Par définition, quelles sont les femmes qui vont se sentir en confiance d'aller parler à une commission dont on sait qu'elle a plutôt pour but aussi d'éviter le recours à la justice? C'est là où il y a un réglage encore à faire. De la médiation, oui. De la prévention, oui. Se substituer à la justice, non. Mais on ne va pas être naïf. Ce débat, on va continuer à l'avoir. Je peux même vous dire, cette conversation, on l'aura au moins pendant un petit siècle encore. Tellement ça touche à nos rapports humains, à des relations, à une façon de se comporter. Et à une évolution. Rendez-vous sur 24 heures, évidemment, pour 24 heures en sénile, 2122. Merci Caroline. À la rentrée. Merci Caroline et à mardi prochain. Merci Emmanuel, Franck, Thomas d'avoir animé 24 heures.